Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes qui manipulent cette méthode d'analyse qui est en fait le graphe 7, graphe de commande étape transition. Donc on va parler spécifiquement de la coordination des graphes 7. Et si vous suivez cette vidéo pour la première fois, nous précisons que c'est une initiative de la société CSC Automation qui a justement permis de lancer le programme Parlons Tech. Donc ici, on parle de tout ce qui est technologie, du contrôle commande, des interfaces en machine, de l'instrumentation. On a publié pas mal de sujets, notamment un tutoriel sur AEV instrumentation, la régulation de proportions sur automates S7500, la prise en main des automates FED S7500. On a présenté le MC80 des chaînes électriques. On a fait un tutoriel sur les interfaces en machine Siemens, mesure de débit avec plaque orifice, comparaison de projet et à portail. On a parlé de la sécurité fonctionnelle, plein de sujets très techniques pour tous ceux qui sont justement intéressés par le contrôle commande. C'est la chaîne francophone qui va vous proposer des contenus assez sélectionnés en relation avec l'industrie et qui tourne bien évidemment, je me répète, autour du contrôle commande. Alors, aujourd'hui donc, on va parler de la coordination des graphes 7. Donc, la présentation va être axée en deux parties. La première partie, c'est la théorie. Dans la théorie, il n'y a pas 15 000 chemins. Ici, on est sur le livre Les grands guides des systèmes de contrôle commande. C'est un livre euh, qui a été justement écrit, qui fait 442 pages pour présenter la plupart des notions de base à avoir pour tous ceux qui sont intéressés par le contrôle commande. Si vous avez besoin du livre, vous allez le trouver dans la description. Donc, ici, je suis dans un chapitre qui a été intitulé l'approche structurée des systèmes automatisés. Pourquoi structuré? Pour la simple raison que on peut avoir besoin, justement, dans l'analyse fonctionnelle, de structurer sa méthode, sa démarche. Et si vous êtes sur un système à fonctionnement séquentiel, vous pouvez bien évidemment avoir besoin de structurer vos différentes séquences. Et donc, c'est pour ça que ce chapitre a été nommé ainsi. Donc, on va lire rapidement, c'est pas très long. Donc, la structuration des systèmes automatisés de production permet de résoudre les problèmes d'automatisation complexe des procédés. D'une manière générale, on a deux grandes familles de méthodes traitant de la structuration. Donc ça, c'est sur la base de mon expérience par rapport à ce qui a été fait. Je me suis rendu compte que justement, il y a une méthode de coordination des tâches et une méthode orientée objet. Donc la méthode de coordination des tâches, c'est pour les systèmes de taille acceptable. Et par contre, les méthodes objets, bon, tous les niveaux, on peut utiliser les méthodes objets pour les usines, des plateformes, des raffineries, etc. D'une manière globale, ces approches permettent un déploiement méthodique et plus rapide des programmes. Et les programmes écrits suivant ces approches sont justement maintenables. Donc, quand on travaille, le but n'est pas que la machine fonctionne uniquement, mais c'est que celui qui a conçu ne soit pas indispensable pour la maintenance, pour le troubleshooting, pour le suivi. Donc, au moment de passer la main, que quelqu'un d'autre derrière, quand il vient lire votre code, qu'il sache à peu près comment se retrouver. Alors, notion de tâches et graphe de tâches. Les sous-programmes ou tâches servent à décrire le fonctionnement d'une partie du système automatisé. L'idée est de scinder le problème complexe à résoudre en un ensemble de fonctions à réaliser, d'où l'importance d'une bonne analyse fonctionnelle. Chaque fonction est étudiée séparément et on peut donc programmer des systèmes complexes. Parce qu'un système complexe n'est rien d'autre qu'un ensemble de systèmes qui peuvent être plus ou moins simplifiés en taille. Et c'est l'ensemble qui, bien coordonné, assemblé, qui permet donc justement de réaliser un système complexe. Donc, en général, même ceux qui font les études mathématiques, quand vous travaillez sur les espaces vectoriels, vous ne vous intéressez pas à tout l'espace entier, vous vous intéressez au noyau, à la base. Donc, c'est la même chose des analystes fonctionnels sur un système automatisé. Vous allez devoir vous intéresser à découper votre problème en plusieurs tâches et à traiter justement chaque tâche. Et après, il faudra donc faire la coordination de ces tâches. Dans le cadre d'une analyse graphe 7, chaque tâche peut être modélisée par un graphe 7 dont le problème à traiter ensuite reste de l'ordre de l'appel ou de l'exécution des tâches, de manière à avoir une machine conforme au cahier des charges.
Une tâche comporte une étape initiale. L'étape initiale d'une tâche est toujours suivie d'une condition de lancement de tâche. Alors, ici, on a par exemple un graphe 7. Le premier graphe 7 ici. Donc, ce graphe 7-ci, vous voyez que ici, à l'étape 12, on a une étape ici 12, ça nous représente en fait une tâche. OK? Et cette tâche, elle est décrite là. Juste à côté, vous voyez qu'elle-même, en fait, c'est un autre graphe 7. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à l'étape 12, donc l'étape 12 est active, ça veut dire qu'on a le X12 qui est actif. Le X12 étant actif, l'étape 120 étant au démarrage immédiatement active parce que ça fait partie des règles du graphe 7, sont le N60-848 qui dit que lors du démarrage d'un système, toutes les étapes initiales sont actives. Voilà. Donc, une fois que le X12 va être à 1, vous voyez qu'on a le lancement de la tâche. Ça veut dire que tout ce graphe 7-ci peut s'exécuter. Et quand il va s'exécuter, il va donner un ticket de sortie. Ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver ici à la tâche 123, vous voyez que la tâche 123 ici est utilisée comme une réceptivité pour passer de l'étape 12 à l'étape 13. Et donc, quand on va franchir cette transition, on n'aura plus le X12. Et donc, cette étape pourra retourner à son étape initiale. Donc, voilà globalement comment on peut arriver à faire de la coordination de graphe 7, c'est-à-dire avoir des tâches qui permettent justement de coordonner. Donc, maintenant, il y a plusieurs méthodes de structuration et coordination des tâches. Je ne vais pas les aborder ici parce que l'objectif n'est pas de dérouler tout ce livre qui contient un ensemble d'informations qui peuvent justement vous intéresser. Sinon, la vidéo va être tellement importante. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, faites l'acquisition du livre et puis vous aurez tout le contenu nécessaire. Mais ce qui m'intéresse dans la présentation de ce jour, c'est que après cette partie théorique, on va donc regarder d'un point de vue pratique comment est-ce qu'on a pu mettre ça en œuvre. Donc, je vais partager avec vous un vieux projet qu'on a mis en service dans les années 2019. On a mis en service ce projet dans les années 2019. C'était pour une centrale à béton pour un de nos clients. Et donc, dans le cadre de ce projet où on faisait en fait une sorte de reverse engineering pour partir d'un automate Siemens S200 avec une interface machine, j'oublie le fabricant italien, vers des automates Schneider et une interface machine Schneider. Il a fallu qu'on refasse ces analyses fonctionnelles parce que on ne pouvait pas directement convertir du S200 vers du Schneider. Il fallait refaire les analyses fonctionnelles, bien comprendre comment le système fonctionnait. Donc, on avait donc défini un graphe 7 qui était dit graphe 7 de sécurité, c'est ça. Donc le graphe 7 de sécurité il était très simplifié. Hein. Ça veut dire que dès qu'on détectait la mise en énergie du système, on forçait le graphe 7 de coordination des tâches à l'étape 10. Et une fois que il était à l'étape 10, on pouvait donc dérouler d'autres étapes, hein, la production, etc. Par contre, dès qu'on avait la possibilité, dès qu'on avait la partie opérative qui était mise hors énergie, ou bien on avait le bouton d'arrêt d'urgence, après 2 secondes, ici, on revenait dans l'étape 1, jusqu'à ce que l'énergie soit disponible. Ça, c'était le graphe de sécurité. C'était très simplifié. C'était pour gérer la sécurité de l'installation. Alors, dans le graphe de conduite, on avait deux modes de fonctionnement. Soit on est en mode manuel, soit on est en mode automatique. Et c'était choisi justement avec un sélecteur. Donc, et si vous étiez en mode automatique, on devait faire justement un forçage du graphe 7 GPN, graphe 7 de production normale à l'étape 20. Et voilà à quoi ressemblait le graphe 7 de production normale. Dans le graphe 7 de production normale, on avait l'étape 20. Ici, on avait une condition pour pouvoir lancer en parallèle toutes ces activités. Donc, vous voyez qu'on avait le malaxage, l'étape malaxage de la bétonnière, c'est-à-dire que immédiatement la bétonnière se mettait à tourner parce que justement on devait envoyer les agrégats, etc. Ensuite, on avait une attente de 10 secondes pour lancer le dosage de l'agrégat 1. Quand le poids 1 est atteint, on venait dans une étape d'attente qui était l'étape 25, etc. Le dosage de tous les agrégats était dosé, etc. Et on partait donc. Et ensuite, on avait le dosage
des agrégats. Et ce que vous devez remarquer, c'est que justement, il y avait de la coordination ici parce que vous voyez ici l'étape 12 qui permet de lancer le GPN quand il est positionné à l'étape 20 vient de cette marche automatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en mode automatique. Et ensuite, quand vous êtes ici sur le dosage des agrégats, le dosage des agrégats peut intervenir soit à l'étape 24, 27, 30 ou 33, qui sont ces étapes-ci. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ressaisir toute une séquence de dosage ici, puisqu'elle est commune à l'ensemble des dosages des agrégats. On a besoin de la programmer qu'une seule fois, parce que c'est le même principe. Et donc, on a un graph set ici qui permet de doser les agrégats, on a un graph set qui permet de doser le ciment. Et donc, on va utiliser ce graph set autant de fois qu'on a besoin de faire du dosage. Donc là, vous voyez que on a le dosage 1, dosage agrégat 2, agrégat 3, agrégat 4, etc. Et vous voyez bien que à chaque fois, on joue avec ces bits. Par exemple, ici, on a X25 et X50. Ici, on a X28 et X50, etc. Donc, voilà comment on peut justement faire de la coordination. C'est-à-dire que on a des graph sets, on a plusieurs graph sets qui sont nécessaires à gérer le fonctionnement d'une installation. Et ces graph sets doivent à un moment donné communiquer entre eux, échanger des informations, activer les fonctions qui sont demandées à un instant précis du cycle de la production et rendre compte justement de la situation. Par exemple ici, quand on a fini à l'étape 53, il faut rendre compte de la situation. Donc, il y a une réceptivité pour sortir ici et revenir à l'étape initiale. Donc, voilà comment on avait pu implémenter cette fonctionnalité-là. Et pareil, hein, on avait aussi un graph set de dosage de ciment, on avait un graph set de dosage de l'eau, etc. Donc, maintenant, comment est-ce que, d'un point de vue code, cette situation s'est présentée? Alors, je vais présenter ici, je vais projeter sur cet écran une partie. En fait, je vais projeter une. Donc, vous voyez ici, on avait plusieurs sections du programme. On avait la section initialisation, on avait la section graph set de sécurité, graph set de conduite, graph set de production, graph set dosage d'agrégat, graph set ciment, etc. Donc, tout ça, c'est les graph sets qui ont été présentés là. Et l'idée de base est de se dire ceci, c'est que l'analyse fonctionnelle telle qu'elle a été rédigée a justement été transcrite systématiquement dans le plus petit détail dans un code automate qui est exploitable. Donc, celui qui va même prendre cette machine demain, il veut faire une modification. Il lit le contenu de l'analyse technique, il voit les méthodes de structuration des tâches par la coordination des graph sets. Il sait comment est-ce qu'il peut procéder à la modification. Donc, je vais venir ici. Vous voyez par exemple le graph set de sécurité. Le graph set de sécurité, on a 1, 2, 3 étapes. Je vais repartir sur l'AF. Vous voyez qu'on a bien les 1, 2, 3 étapes. Donc, je vais prendre par exemple la première réceptivité, la mise en énergie, elle est là. Donc, si je double-clique là, présence, alimentation auxiliaire. Donc, ça c'était le retour d'état qui permettait justement de confirmer qu'on a cette énergie. Donc, ensuite, je vais ouvrir, voici le graph set on va d'abord venir sur le graph set de conduite. Donc là, on a le graph set de conduite. Je vais revenir vous montrer, voici à quoi ressemble le graph set de conduite. Donc, il a deux étapes qui sont, en fait, c'est une sélection. Hein. Il faut choisir soit on est en mode automatique, soit on est en mode manuel. Et c'est exactement ce qui a été programmé. Donc, on va regarder par exemple cette réceptivité. Vous voyez ici, sélecteur en mode automatique, c'est l'entrée I0.19. Ensuite, si je reviens ici, vous voyez que c'est le contact opposé. Donc, c'est ça qui a été défini. Ensuite, on a le graph set de production lui-même. Vous voyez que le graph set de production, il est là. C'est exactement l'ensemble de toutes ces étapes-là. C'est toutes ces étapes-là qu'on a présentées ici. Donc, c'est ça ce graph set de production. Hein. Ce graph set de production, il est là. Vous avez toutes ces étapes-là qui sont représentées. C'est exactement ça qui a été. Le code est à l'image de l'analyse fonctionnelle. Le code est à l'image de l'analyse fonctionnelle. Et ici, si je regarde la transition 1, on va regarder le contenu de la transition 1. La transition 1, vous voyez ici, il faut qu'on soit en mode auto, qui est représenté par l'étape X12. Et l'étape X12, c'est quoi? Quand on vient sur le graph set de conduite,
Vous voyez que l'étape 12 ici, c'est le mode auto. Donc, on a bien pu lancer ce graph-set-ci à partir du moment où on se retrouve, la position normale se lance quand on est en mode auto. Donc, quand vous êtes en mode auto, voici ce qu'il faut faire. Il faut lancer toutes ces étapes-ci et suivre au fur et à mesure que ça évolue. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la coordination des étapes, des tâches entre quand vous avez un système qui a plusieurs graph-sets. Comment est-ce que vous pouvez les faire communiquer entre eux, comment ils peuvent se coordonner. Parce que justement, le but ici, si vous faites un seul graph-set qui vous gère et la sécurité, et la coordination, et la production normale, et le dosage des agrégats, et le dosage de ciment, et le dosage de l'eau, croyez-moi, déjà pour écrire, pour rédiger votre graph-set, vous aurez besoin d'un papier qui est certainement supérieur au format A3. En plus de ça, pour pouvoir dépanner une installation, bien même lors de la mise en service, il suffit que vous ayez un petit bug quelque part pour que vous ayez à modifier la totalité. Et souvent, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que on décompose le problème en plusieurs tâches et on se focalise lors de la mise en service à débugger, à mettre au point chacune des tâches. Donc, une fois que je suis par exemple venu gérer ma tâche dosage d'agrégat qui, elle, est utilisée, que je sois à l'étape 24 ou 27 ou 30 ou 33, ça veut dire que la même tâche est utilisée 4 fois dans mon cycle. Une fois que je l'ai testée et qu'elle est fonctionnelle, je n'ai plus besoin de la retester pour l'agrégat 2, l'agrégat 3 et tout. Non, c'est le même fonctionnement, elle est testée, terminée, et j'ai fini avec la tâche de dosage d'agrégat. Donc, chaque fois ici que j'aurai besoin de faire appel au dosage des agrégats, si la fonction dosage des agrégats, qui elle-même est représentée par un graph-set, a déjà été testée, on n'a plus besoin de revenir faire des essais. Donc, voilà comment le problème peut être découpé justement en plusieurs tâches de manière à résoudre un problème complexe. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu sur la vidéo, likez, partagez massivement cette vidéo à tous ceux qui sont intéressés par le contrôle commande, l'instrumentation, les automatismes, la supervision industrielle et restez scotchés. À bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.